Oui, bonjour. Je vais essayer de formuler ma question de manière assez claire. Je ne suis pas sûr de parvenir très bien. Finalement, dans ce que vous avez exposé, est-ce que ce qui ressort, ce n'est pas l'opposition entre une démarche de type révolutionnaire, mais pas forcément révolutionnaire de type marxiste, c'est-à-dire toute révolution, quelle qu'elle soit, y compris une révolution fondée sur l'idéalisme de la Révolution française, ou une révolution de type religieux, comme par exemple les révolutions islamiques de type iranien, entre le fait que toute révolution finalement est forcément fondée sur un modèle, un changement de la réalité à partir de modèles d'idées conceptuelles, donc de forger la réalité à partir de concepts, et de la modeler donc en fonction de ce modèle, alors qu'à l'inverse, il y aurait une dynamique de changement qui partirait du réel, de la perception du réel, de son appréhension en tant que réalité, et de changement de ce réel, éventuellement en fonction d'idées, mais sans forcément partir d'une modélisation de type mathématique qui voudrait donc établir dans l'ordre humain et social des lois du même type que les lois qui régissent le domaine des mathématiques, c'est-à-dire un domaine purement abstrait et conceptuel. Je peux répondre. Vous collectionnez. Ah, on y va là. Monsieur, bonsoir. Merci pour votre exposé. Pourriez-vous dire 2-3 mots, parce que je viens d'Alger. En 1956, Albert Camus et Farhat Abbas et les autres sont venus à Alger pour lancer la paix des braves. Pourquoi la population européenne, ils ont lancé des tomates à Camus, ils ont même crié Camus au poteau. Et après sa mort, ils ont essayé de récupérer sa pensée. Moi, j'ai du mal à comprendre. Parce que je suis kabyle, nous sommes reconnaissants, nous les Kabyles, de la pensée d'Albert Camus. Il est le premier à dénoncer le système colonial en 1939 en Kabylie, quand il était journaliste algéro-républicain dans la maison en Kabylie. Oui, mais en 1945, il est le premier. D'ailleurs, lui, il le dit. Il dit, nous, les écrivains algériens, il ne sépare pas les écrivains d'origine européenne et les écrivains de langue française indigènes. Comme il a cité Mohamed Dib, Moulid de Firaoun, et il a cité Moulid Mamri. Le problème, sa pensée, il est pris en otage après sa mort, à la fois par le FLN, quand il a reçu le prix Nobel, et à la fois aussi par une minorité de colons racistes. Voilà. Bonsoir, merci aussi pour votre exposé. C'est moi ici. Ici. Voilà. Finalement, j'ai du mal à comprendre la question philosophique et la question politique, à la limite, actualité. Actuellement, attendez, comment dire, ce que je ne comprends pas, c'est comment Albert Camus ou même Sartre, à partir d'une étude, d'une analyse contemporaine du XXe siècle, vous avez répété souvent XXe siècle, en arrive à des conclusions très philosophiques, très générales, de l'existence absurde ou des choses comme ça. Si vous prenez Hegel, vous avez parlé d'Hegel, bon, il analyse l'histoire dans son ensemble. Or, il n'y a pas, il ne me semble pas, d'étude d'histoire dans son ensemble. Comment il peut arriver à une conclusion aussi générale, l'existence est absurde, s'il n'analyse pas l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui? Il y a encore une question. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez dit sur la révolution russe, c'est-à-dire avec tous les désastres qu'ils en sont suivis. Mais si vous étiez allé un peu plus loin, vous aurez trouvé sur le chemin de la révolution russe un personnage, Gorbatchev,
auquel il faudrait faire un monument colossal, hein, parce que c'est la seule personne, disons, qu'on a dissous un empire sans faire de morts, tandis que tous les autres, ils ont assassiné des millions de morts. Ça, c'est la suite de la révolution russe aussi. Et moi, je me rappelle d'avoir vu une interview de Gorbatchev, ça a duré 2 minutes à un journal télévisé. Il y avait un journaliste de l'Ouest qui lui reprochait que dans l'Allemagne de l'Est, il y a eu 4 millions de dossiers qui sont sous le régime. Et il a répondu, oui, effectivement, il doit y avoir quelque chose comme ça. Mais ces dossiers, c'était une grosse partie, c'était pour pouvoir faire une certaine carrière, augmenter. Et en même temps, lui dit, écoutez, par contre, oui, nous, 4 millions de dossiers, c'est sûr, mais vous avez fait 60 millions de morts. Voilà, ça c'est-à-dire c'est pour mettre un peu les choses. Et pour ce qui concerne le castor en question, je veux dire que l'Amérique du Sud, que c'était la cour la basse cour des États-Unis, maintenant c'est plus la même chose. Je peux. Il y a encore plus. Encore là. D'accord. Oui, bonsoir. Donc, Camus parlait merveilleusement bien de la révolte. Un Camus serait indispensable aujourd'hui, ça manque tant dans notre société d'aujourd'hui. Mais Camus qui parlait si bien de la révolte, pourquoi ne s'est-il pas révolté contre le code de l'indigénat qui privait les Algériens donc de leurs droits privés et publics? Et pourquoi il préférait, on peut comprendre qu'il préférait sa mère à la justice, mais pourquoi ne préférait-il pas sa mère et la justice, mais aussi la justice pour les Algériens? Oui, bon, il y a encore des questions. Oui, simplement 2 réflexions après ce que vous avez fait comme exposé, parce que, en suivant Camus, je pense que tout révolutionnaire doit être un révolté permanent, quel que soit le pouvoir. Je crois qu'il faut être un homme révolté, un homme indigné. Mais en même temps, aussi bien du côté, avec les exemples du XXe siècle sur les essais d'une société socialiste à l'Est et même un peu à Cuba, encore que ça continue et ça évolue différemment. Mais même Camus, est-ce que d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas une systématisation? Car je pense que, s'appuyant sur Marx, qu'il a certainement très mal lu, ou pas du tout peut-être, on systématise des 2 côtés, à la fois la révolution qui se termine en bureaucratie et en disons, mesures autoritaires, pour pas dire plus, et de notre côté, une révolte qui conduit à l'absurde et qui serait systématiquement dans l'impossibilité de créer un changement collectif. Je crois que c'est aussi négatif d'un côté comme de l'autre, et il n'y a pas eu d'exemple, il y en a pourtant. Monsieur a soulevé l'Amérique latine. Celui du Venezuela est certainement une révolution en marche, où le pouvoir révolutionnaire aujourd'hui là-bas, avec Chavez et puis maintenant Maduro dans d'autres conditions, eh bien, permet non seulement une critique permanente, les 3/4 des télévisions sont tenues par l'opposition et par la CIA ou par les États-Unis. Chavez a gagné 8 ou 10 élections sur 10, et donc ça continue sans qu'il y ait véritablement des mesures autoritaires et, j'allais dire, même d'un État terroriste. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de systématisation et que c'est des expériences du peuple, parce que de toute façon, la violence, elle est inhérente d'un côté comme de l'autre, et on ne peut pas la supprimer.
exposé. Ma question sera très courte. Il me semble qu'aujourd'hui, malheureusement, les jeunes qui seraient susceptibles de se reconnaître dans la lecture de la pièce de Camus, Les Justes, sont peut-être ceux qui partent en Syrie pour faire la guerre. Et au sens où, effectivement, le sacrifice de l'identité... Bon. Et donc, j'aimerais bien que vous répondiez là-dessus. Monsieur, s'il vous plaît. Merci d'avoir ouvert votre exposé par justement la pièce importante qui situe bien la problématique de Camus, Les Justes. Et d'ailleurs, nous en sommes là en ce moment avec la remarque et la question qui vient d'être posée par la personne. En effet, puisque Les Justes, bon, moi je me rappelle quelque chose qui sort de cette problématique qui est posée dans Les Justes, qui est la thèse qu'une mort égale une mort. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que fait toute révolution devrait déboucher sur une forme dogmatique ou littéraire ou philosophique ou politique sous la forme du stalinisme, alors qu'en réalité, on devrait déboucher sur quelque chose de positif. Donc pour que quelque chose de positif advienne, il faut donner sa vie pour la révolte ou la révolution. Donc c'est ce qui m'intéresse particulièrement dans votre exposé. Et j'aurais aimé que justement, vous avec sous l'influence de son professeur qui était Grenier, que vous avez très justement cité, et en particulier, il y a un autre philosophe dont j'aimerais que vous voyez développer aussi votre position par rapport à ce que je dis maintenant, c'est-à-dire Plotin et Saint-Augustin, qui vont l'un comme l'autre dans le sens, si vous voulez, d'un approfondissement de la révolution, d'une révolte qui pourrait déboucher efficacement et qui poserait le problème politique, mais en termes bien sûr littéraires et philosophiques. Et c'est vrai qu'en même temps, ce que disait une autre personne concernant l'indigénat, c'est évident que Camus aussi, par moments, sous des influences qui ont été néfastes, n'a pas véritablement posé, a un petit peu fui la réalité dans laquelle il était. On l'a fait parler, il ne sait pas, je crois qu'il aurait dit, on pourrait rêver d'un autre Camus dans cet ordre d'idées. Voilà. Merci. Bon, évidemment, ça fait beaucoup de questions. Je ne sais pas si j'ai le temps de répondre à toutes. Je vais quand même essayer vraiment de répondre à toutes ces questions parce qu'elles sont très intéressantes, certaines sont même très pertinentes. Mais il faut que je le prenne de l'ordre chronologique. Alors, d'abord, évidemment, j'ai essayé d'expliquer que la vision ça ne marche plus. Bien, la différenciation, donc la distinction qui est faite chez Camus entre révolution et révolte, alors il est évident dans l'homme révolté, mais aussi comme les autres œuvres de Camus, cet antagonisme, cette différence est tranchée en faveur, évidemment, de la révolte et au détriment de la révolution. Oui. Il n'adhère absolument pas, évidemment, à un modèle de changement radical de la société, n'est-ce pas, qui est une sorte qui est orientée avec une modélisation mathématique, n'est-ce pas. Je pense que c'est vraiment il oppose de manière très radicale une vision humaniste disons de la révolte, notamment de la révolte individuelle, mais non seulement la révolte individuelle, parce qu'il écrit aussi, lorsqu'il écrit sur
écrit une pièce sur la révolte des Asturies en Espagne en 1934. Cette pièce a été interdite à Alger, paradoxalement, mais il écrit une révolte collective, celle des mineurs des Asturies, qui a été tout à fait significative et très importante pour finalement la victoire du Front populaire contre la réaction monarchique en Espagne. D'ailleurs, il a été très attaché toujours au républicain espagnol, Camus, il faut le dire. Il s'est opposé aussi à l'adhésion de l'Espagne franquiste à l'ONU, etc. Donc, il oppose une vision humaniste, libertaire de la révolte individuelle comme un mouvement d'indignation morale à toutes les conceptions et visions d'une révolution suivant un modèle scientifique ou homogénéisante d'une autre nature, type nationaliste, etc., mais avec évidemment en exprimant un certain scepticisme à l'égard du destin des révolutions marxistes au XXe siècle, précisément parce qu'il y a eu Kronstadt, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu donc l'élimination brutale de l'opposition de gauche aux néo-soviétiques après la mort de Lénine par Staline, parce qu'il y a eu le Goulag et tout ça, donc des naissances vers une sorte de totalitarisme étatique. Donc, c'est-à-dire, ne peut pas évidemment rendre Lénine, à mon avis, responsable de ça, ou surtout pas Marx. Alors l'erreur probablement, ou là où ça c'est problématique chez Camus, c'est évidemment, je pense, là où il tente, et c'est un peu comme le fait Hannah Arendt dans son livre sur les origines du totalitarisme. Finalement, tente cette tentative de rendre de manière posthume Marx responsable de toutes ces déviations bureaucratiques et populaires. À mon avis, Marx n'est absolument pas responsable de cela. Parce que nous enseigne une philosophie de l'émancipation sociale. Donc il n'a rien à voir. Donc évidemment, il y a eu de différents répliques. Les partisans du camp libertaire, entre Marx et Bakounine. Et là, évidemment, Camus penche très clairement du côté de Bakounine qui s'est fait exclure par Marx de la première internationale. Donc voilà, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut reprocher à Marx. Non, ce n'est pas. Donc, et voilà. Donc je dois parce qu'il y a 8 questions, parce que 10 questions, passer tout de suite à la prochaine question. Et c'est très votre question, donc voilà, qui concerne l'Algérie. Oui, ça c'est très important. Ça c'est très important, et peut-être je peux vous apporter encore quelques précisions supplémentaires à ce que vous venez de dire, justement, que sur la façon dont Camus a été traité, c'est-à-dire, voilà, vous dites qu'il a été pris en otage après sa mort par le FLN, etc. Bon, il a été récupéré aussi contre sa volonté, par les rapatriés, etc. Et une chose est certaine, c'est, oui, il y a ce lien avec donc d'abord, dès ces premiers articles, c'est pas publié dans le journal Alger républicain, où pendant de longues années Camus a travaillé comme journaliste. Il y a une critique du colonialisme, il y a une critique de l'impérialisme. N'oublions pas que Camus, même en 1936, avait adhéré au Parti communiste algérien, et pendant un an, il était au Parti communiste d'Algérie. Donc, il a quitté, au jour où il a été exclu, donc pour ses vues, évidemment, peut-être quand même trop libertaire. Hein. Et il était, ce qui explique peut-être sa position, donc, ça fait la différence, ça marque la différence entre lui et Sartre et les Sartriens, hein, c'est-à-dire par rapport à la guerre d'Algérie. C'est vrai qu'il avait une position qui est celle qu'on pourrait qualifier celle de la troisième voie, hein, c'est-à-dire entre justement, il n'était pas pour l'indépendance de l'Algérie, il prenait pas vraiment cause pour la cause du FLN, c'est-à-dire un mouvement nationaliste qui de manière très résolue, dure, hein, et presque intolérant, on peut dire, luttait pour l'indépendance, sans lésiner sur les moyens.
hein, et donc il était pour une troisième voie. Et son allié, principal allié en Algérie, parmi les Algériens, c'était Messali Hatch. Il était l'ami personnel de Messali Hatch. Hatch et les messalistes, d'ailleurs, qui, il faut dire, rappelez-vous, vous avez parlé de la 1956, 1956-57, c'est passé en Algérie, il y avait la guerre d'Algérie qui commence en 1954, novembre 1953, l'Algérie commémore cette année le 60e anniversaire hein, de l'insurrection nationale. Hein. Donc, mais il y avait, ce qu'on oublie, une guerre dans la guerre de l'indépendance entre deux fractions, le MNA, le mouvement de Messalihachi, et le FLN, qui était nationaliste, pur et dur, alors que le mouvement de Messalihachi était, bon, eux, c'était un anarcho-syndicaliste. C'était un anarcho-syndicaliste, ou très proche des positions d'un anarcho-syndicaliste. Il était l'ami personnel d'Albert Camus, donc qui, sur la question justement de l'indépendance, avait une position plus nuancée. C'est-à-dire qu'ils étaient pour les négociations, une solution négociée avec la France pour négocier disons, une sorte d'autonomie élargie de l'Algérie, mais dans le cadre d'une fédération avec la République française. Cette troisième voie, évidemment, elle a été éliminée de l'histoire, mais avec quels moyens? Nous savons très bien, regardez, consultez les archives. En 1956 et 50, c'est parce que Messali Hatch avait ses appuis étaient surtout en Kabylie. En Kabylie, voilà, pour se débarrasser de Messali Hatch, le grand concurrent au FLN, au sein même du mouvement de libération nationale. En 1956, à peu près, voilà, 3000 villageois kabyliens ont été appartenant à ce mouvement, ont été assassinés. Ils ont été égorgés. Égorgés, c'est des villageois en Kabylie. La même chose s'est reproduite en 1957. Encore 3000 ou plus de victimes égorgées par le FLN. Il n'hésitait pas sur les moyens. Alors qu'il y a là une violence non justifiable dans ce cas-là, disons que malheureusement Sartre a justifié, et alors qu'il n'était pas justifiable. Il n'était pas justifiable. Pourquoi assassiner les femmes et les enfants innocents, les égorger de cette manière-là en Kabylie? Il s'agissait de se débarrasser de la concurrence au sein du mouvement, le FLN. N'est-ce pas? Alors, ce qui était décisif dans cette lutte interne en Algérie, entre deux tendances, ils ont une tendance plus conciliante et une autre plus dure, c'est que le FLN recevait via l'Égypte de Nasser les armes de l'Union soviétique, alors que le mouvement de mécénage, le MNA, ne recevait pas ces armes. Ils étaient très mal armés, ils ne pouvaient donc pas résister, ils ne pouvaient pas bien se défendre contre, disons, ces actions d'élimination du FLN. Mais ce n'est pas pour la gloire, évidemment, du FLN, ce qui s'est passé là. Mais ça, c'est la vérité. Et ça s'explique aussi pourquoi, donc, Camus est, donc, sur cette question, une position que beaucoup, ou certains, considèrent comme ambiguë. Oui, il est un peu ambigu sur l'Algérie, ça c'est vrai. Rappelons le discours de Stockholm, n'est-ce pas? On parle de sa mère, il dit très bien, donc il choisit plutôt sa mère, qui est restée en Algérie, à Alger, n'est-ce pas, contre les terroristes, voilà, donc, ceux qui jettent des bombes sur les tramways à Alger, n'est-ce pas, c'est ce qu'il dit Camus, et ça a été très mal pris, évidemment, c'était endommageable pour son prestige, mais évidemment, c'était sa position jusqu'à la fin, il pensait qu'il y avait cette possibilité, il y avait une possibilité de trouver une solution négociée, une sorte de cohabitation pacifique entre les colons européens en Algérie et les musulmans, mais c'était une position, on peut dire, peut-être pas assez réaliste, on peut dire irréaliste du fait que les actions de pacification menées par l'armée française étaient d'une telle brutalité, alors que la conséquence était que ça jouait en faveur du FLN, il y avait une escalade de la violence, de la répression comme telle, alors que finalement, voilà. La troisième voie, ça a été éliminé parce qu'il y a eu une sorte d'engrenage qui a
favoriser évidemment ceux qui misaient sur la violence. Voilà, je pense que c'était important de préciser cela. Merci pour votre question, parce que c'était très important de préciser cela. Donc, oui, à propos de Gorbatchev, donc oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous que vous avez posé cette question. C'est d'ailleurs, quand on va en Allemagne, par exemple, dans d'autres pays de l'Europe centrale, on est beaucoup plus conscient de cela peut-être qu'ici en France. Et ce qu'a fait Gorbatchev sera inscrit dans l'histoire, évidemment, comme une action extrêmement courageuse qui n'était pas préprogrammée dans l'évolution de l'ancienne Union soviétique. Mais lui, il a fait finalement des réformes, et des réformes qui ont mis fin, certes avec des conséquences parfois imprévisibles et pas positives, mais au moins il a mis fin à ce type donc de régime autoritaire. Et ça reste son grand mérite. Et évidemment, on passe à la prochaine question. Ça concerne encore une fois, je pense, l'Algérie. Oui, madame, la question que vous avez posée, c'est vrai. Alors, pourquoi Camus ne s'est pas révolté contre le code de l'indigent? Je ne suis pas sûr, c'est-à-dire, il y a des écrits, lisez les écrits de Sartre, de Camus, pardon. Quand on le lit, il y a une critique du colonialisme, il y a aussi dans ses carnets, non seulement dans les articles d'Alger républicain des années 30. Donc, à mon avis, il a bien mis en cause ce code de l'indigénat, parce qu'il a critiqué cette forme, justement, de colonialisme, d'humiliation de la population indigène, n'est-ce pas, au nom d'une morale supérieure, des dominants. Il a toujours défendu les souffrants, les offensés, les exploités, donc les musulmans contre la domination brutale des colons, du colonialisme en Algérie. Donc, à ma connaissance, on ne devrait pas vraiment l'accuser de cela. Et oui, quant à la question, oui, monsieur Brock, oui, je serais d'accord avec vous, oui, évidemment, il y a des contre-exemples. Ce n'est pas forcément peut-être une réfutation de ce scepticisme de Camus à l'égard des révolutions victorieuses, mais par exemple, ce que vous évoquez, le cas du Venezuela de Chavez, oui, je serais assez d'accord à vous dire, ah oui, mais là, je pense, parce que j'ai connu le Chili de Salvador Allende, et je me souviens comment, évidemment, il est difficile de faire dans le contexte de l'Amérique latine, de mener des réformes radicales en résistant, en ayant contre la forte opposition des États-Unis, des traces des multinationales, de l'oligarchie nationale, etc. Donc c'est très difficile. Bon, on a échoué au Chili et je pense c'était plutôt, si le camp du progrès social a plutôt gagné, parfois même avec justesse, au Venezuela, c'est parce qu'on a tiré les conséquences du Chili, c'est-à-dire on a mieux défendu la cause, disons, de ces réformes révolutionnaires. Mais peut-être parfois là, dedans, on est parfois peut-être aussi allé parfois un peu trop loin, n'est-ce pas? Parce que pourquoi? Enfin, bon, il y a eu des étudiants qui ont été tués par la police dans des protestations, parce que ça, c'est les étudiants
dans les universités qui constituent une opposition. Et là, il y a, je pense aussi, un problème pour Chávez, encore plus pour le successeur Maduro. Donc ce n'est pas encore définitivement décidé, mais je pense qu'il y a là quand même une forme de résistance. Donc oui, alors là, on ne peut pas... Oui, on peut dire. Il y a de toute façon, il y a des exceptions. Et il y a évidemment aussi un changement, d'importants changements en Amérique latine. C'est évident. Déjà par ce qui s'est passé au Brésil, la victoire de Lula, donc la social-démocratie, etc. Et le Pérou ou la Bolivie, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi, ce sont des exemples qu'on pourrait citer. Donc bon, pour la systématisation, oui, bon, il y a... c'est l'histoire des révolutions, des révoltes, d'un processus dialectique, donc il produit ceci et cela. Mais je ne pense pas que c'est un argument contre Camus, parce que bien sûr, lui, il ne pouvait que juger les révolutions du XXe siècle auxquelles il a assisté. Il est mort en 1960, parce que bien après, donc il a eu un pronostic, ce qu'il a dit, à mon avis, a été confirmé aussi par des tas de choses qui sont arrivées encore après sa mort. Mais je pense aussi qu'il avait une clairvoyance et une très grande lucidité en ce qui concerne sa théorie, justement, que la révolution étouffe, ou a la tendance en son sein d'étouffer la révolte. Par exemple, il a été le seul intellectuel, à ma connaissance, qui avait le courage de protester publiquement en juin 1953. Parce qu'à Berlin-Est, il y avait la grève des ouvriers du bâtiment de la Stalinallee, de l'allée de Staline, le 17 juin 1953. Pour écraser cette grève, donc, le gouvernement de la RDA a fait appel à l'armée rouge, aux soviétiques, aux chars soviétiques, donc, qui ont réprimé cette révolte. Et paradoxalement, donc, vous ne trouvez aucun grand intellectuel marxiste à l'époque qui avait protesté contre cela. La seule exception, donc ni Lukács, ni Ernst Bloch, ni Sartre, un silence. Il y avait un silence qui évidemment cachait une grande consternation, etc. Mais il n'avait pas le courage. Le seul qui a vraiment eu le courage de protester publiquement contre cela en disant, écoutez, le régime socialiste, l'État des ouvriers et des paysans, et il tire sur les ouvriers qui font grève. Voilà. Donc c'était Camus qui, à la Mutualité, fin juin 1953, voilà, avec quelques amis, syndicalistes, la CFDT et quelques autres, il avait le courage de dire publiquement sa protestation, son indignation contre cela. Donc on ne peut pas donc dire qu'il a fait le mais c'est compliqué, évidemment. Sur d'autres aspects, notamment en ce qui concerne Marx, je suis d'accord avec vous, moi aussi je pense qu'il y a des erreurs de jugement de Camus concernant Marx, c'est évident. C'est pourquoi, bon, c'est souvent lui reproché, oui, peut-être il a eu consulté les documents de seconde main, peut-être qu'il n'a pas vraiment lu Marx, je suis persuadé qu'il n'a pas toujours très bien lu Marx, et notamment parce qu'on trouve dans L'Homme révolté, évidemment, des choses qui sont très irritantes, et aller jusqu'à comparer Marx à Joseph de Maistre, par exemple, dans un passage précis de L'Homme révolté, ce qui fait Camus est absurde, ça relève de l'absurde, parce que c'est vraiment une comparaison absolument impossible. C'est ce que je critique dans mon livre aussi, c'est-à-dire je ne fais pas uniquement unilatéralement l'éloge de Camus, je souligne aussi un certain nombre de faiblesses qu'il y a dans ces analyses, notamment au début du livre. Mais après ça s'améliore beaucoup, dès qu'il approche évidemment l'analyse des réalités du stalinisme et des déviations bureaucratiques, là il devient très fort. Mais je veux dire, grosso modo, en ce qui concerne Marx, il me semble être très dépendant, évidemment, d'un certains ouvrages qui ont été publiés donc, par des auteurs libertaires sur Marx, et très critiques à l'égard de Marx, déjà au début du XXe siècle. Voilà.
peux vous poser une question encore? Oui. C'est la dernière. Juste d'ordre philosophique. Très court. Et ce sera très bref. Ce sera la dernière. Ne pensez-vous pas que la révolte, qu'elle soit camusienne ou autre, qui conduit d'une certaine façon vers une forme de nihilisme qui, comme chez Nietzsche, peut être refusé, ne débouche pas systématiquement, si l'on refuse la révolution, sur une forme de vitalisme? J'ai essayé d'expliquer, donc justement, ça ne débouche pas, ce n'est pas du nihilisme. Oui, c'est oui. le contraire. C'est le contraire que Camus justement dit justement par rapport à Stirner, dans ce chapitre sur Stirner, dans le révolté, justement, que cette révolte, ça n'a rien à voir, c'est contre le nihilisme, justement. Ce qui est nihiliste, c'est l'attitude de Stirner qui est entièrement destructrice, n'est-ce pas, qui va vers le néant. Et alors que lui, pour lui, la révolte, c'est une forme d'animation. Alors c'est quelqu'un, comme il dit, voilà, c'est le révolté, c'est celui qui dit non, et en même temps, c'est celui qui dit oui, oui à la vie, avec l'affirmation d'un vitalisme dionysiaque. Il y a là l'héritage de Nietzsche. Ben, absolument. C'est le nietzschéisme, je pense, beaucoup souligné évidemment dans les analyses de Michel Onfray, ce qui n'est pas très étonnant. Donc, Camus, ça me semble évident. Merci encore à Arnaud Münster pour cette conférence. Il y a quelques ouvrages qu'il